Bonjour, merci d'être présent à ce séminaire Médiation et qualité relationnelle malgré toutes les occupations que vous pouvez avoir en dehors. Tout d'abord, pourquoi le CK s'intéresse à la médiation et à la qualité relationnelle? Eh bien, parce que la qualité relationnelle en établissement de santé est en lien direct avec la qualité des soins. Donc, il est très important d'avoir des connaissances, et car la qualité relationnelle, la médiation, ce sont des techniques, et ces techniques se travaillent, s'apprennent et s'améliorent. Nous avons organisé ces séminaires, ces 3 séminaires en coopération avec la Fédération hospitalière de France qui souhaitait également, comme le CK, avoir une formation et informer ses membres sur cette nouvelle activité. Donc, je vais maintenant passer la parole à Madame Béréterville de la Haute Autorité de l'ARS, pour l'introduction. Bonjour. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de notre directeur général qui aurait souhaité faire lui-même l'introduction à cette première séquence de formation. Car pour tout vous dire, l'agence était, notamment la FHF, le C était vraiment en attente. Alors en attente tant de l'installation des médiateurs régionaux sous l'égide du professeur Perrotin, que de création aussi de formation, de première formation de sensibilisation à la médiation. C'est vrai que lorsqu'on avait entendu parler de ce projet, il y a de cela maintenant, je dirais presque 2 ans et demi ou 3 ans, on était très en attente parce que l'hôpital est véritablement un lieu de conflictualité et pour autant un environnement au sein duquel la gestion des conflits n'est pas des plus habituelles, ou en tout cas la façon de les gérer est bien souvent une façon de les régler parce que c'est nécessaire pour que l'hôpital puisse continuer à fonctionner, mais parfois effectivement le règlement, on va dire, de ces conflits peut avoir un coût. Donc on est vraiment très ravis de pouvoir vous dire 2 mots en introduction de cette formation qui d'emblée traite la médiation et la qualité relationnelle. Vous l'avez dit, Monsieur Chassagnac, c'est une forme d'évidence, mais souvent derrière le concept de médiation, on peut parfois finir par y mettre quelque chose d'un peu plus flou, d'un peu plus large, alors que finalement la cible, elle est très claire. La qualité relationnelle, c'est ce qui est à la source de la qualité des soins et de la qualité du travail pour les différentes personnes qui travaillent à l'hôpital. Donc l'intitulé, je dirais, d'emblée très bien, les choses sont très bien posées ainsi. Alors, le conflit à l'hôpital, finalement, c'est quelque chose de très connu, c'est quelque chose d'assez permanent aussi parce que l'hôpital, de toute façon, fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an, donc il est très pourvoyeur de conflits. Mais c'est vrai que bien souvent, ces conflits sont réglés. Réglés parce qu'il faut mettre un terme à certains dysfonctionnements, parce que il faut bien pouvoir les dépasser et être au service de l'usager malgré ces conflits. Mais c'est vrai que les conflits sont moins souvent traités au sens de gérer et au sens aussi d'affronter ce dont ils sont pourvoyeurs et parfois effectivement en réglant les conflits. Et je pense que c'est pour ça que c'est très intéressant que cette formation s'adresse à des directeurs notamment qui sont très souvent en charge du règlement de ces conflits. Bien souvent, en réglant les conflits, il y a un coût et le coût peut être justement celui de la relation. Et ce coût-là, effectivement, il est, je dirais, très élevé parce qu'il perdure ensuite dans le temps. Et même si on a dépassé le conflit en tant qu'événement conflictuel, bien souvent, le conflit peut ensuite perdurer et nuire à la qualité de relation, donc nuire à la qualité de soins, de prise en charge et tout simplement nuire à la qualité du collectif. Donc, c'est vraiment pour nous quelque chose de très important. Vos 3 séquences de formation sont très certainement absolument nécessaires, d'une part pour savoir comment aller vers les médiateurs régionaux, donc commission qui vient d'être installée, mais qui, on va dire, a forcément a pu débuter son travail avec un peu de retard compte tenu de l'épidémie, mais ça nous semble tout à fait nécessaire pour avoir les bonnes clés pour savoir comment la solliciter, bien comprendre ce qu'est la médiation et aussi au plan strictement personnel pour les personnes qui vont assister à cette formation, d'avoir de premiers outils, je dirais managériaux pour elles-mêmes, pour aborder les conflits et les aborder, on va dire, peut-être parfois de manière plus directe. Souvent, quand on aborde un conflit de manière un peu directe, on craint de ne savoir qu'en faire après, de ne savoir justement
comment finalement le refermer une fois qu'on l'a d'autant plus ouvert. Mais je pense que ces 3 séquences de formation démontreront bien toute la nécessité qu'il y a à aller jusqu'au bout de cette logique de conflit et essayer de le dépasser, mais dans un second temps. Donc voilà, on est très, très heureux de cette formation qui nous semble en outre vraiment un excellent outil aussi pour les managers, donc tant pour savoir comment solliciter cette commission dont on est très heureux qu'elle se mette en place, pour pouvoir échanger aussi sur ce qui relève de son périmètre, de ses prérogatives et ce qui n'en relève pas. Et en tout cas, ce qu'elle peut faire, elle ne pourra pas tout faire, même si elle peut faire beaucoup de choses. Et puis, par ailleurs, pour véritablement créer des outils très opérationnels dans la compréhension des conflits et dans la détection, on va dire, de ce qui peut être utile de faire ou au contraire, ce qui peut être parfois contre-productif de faire dans la gestion d'un conflit. Voilà ce que je voulais vous dire juste en introduction et je vais avoir le plaisir de pouvoir assister avec vous au tout début de ce premier séminaire, mais je devrais vous quitter ensuite, mais je suis très heureuse au moins de participer au début de cette session et de la présence du professeur Perrotin, notamment. Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Écoutez, moi, en tant que président du CECA, moi, je suis très heureux d'introduire ce séminaire qui a été mis en place par le CECA, un webinaire en collaboration avec la Fédération hospitalière de France sur la médiation et qualité relationnelle dans les hôpitaux. Comme vous le savez, la gestion de conflits, c'est aussi gérer la problématique de la qualité de vie au travail. Et je pense que vous avez tous vu le programme et en introduction, le premier mot que l'on voit, c'est QVT. La QVT, c'est un sujet d'actualité, qui est d'actualité au niveau de notre autorité de santé, au niveau du ministère, avec vraiment une volonté forte d'aborder, de faire avancer l'ensemble des structures de santé sur ce sujet. Vous savez tous que c'est un sujet, un concept qui est complexe, difficile à aborder, mais c'est un enjeu majeur. Et si on reprend des éléments de l'HAS déjà de 2017, on sait très bien que l'amélioration de la condition de travail de nos salariés, c'est associé à une amélioration de la performance globale de l'établissement. Donc, gérer les conflits, c'est aussi avoir une action sur ce plan-là. La qualité de vie au travail, ça a aussi un but qui est très important dans la situation actuelle, c'est recréer une cohésion collective médicale et soignante qui, à l'heure actuelle, a beaucoup souffert. Il souffre, je pense, encore plus dans cette situation Covid. On a vu les effets qu'il y a eu et les actions prises par le Ségur de la santé suite à tout ce qui s'est passé au printemps dernier. Donc, il faut retrouver cette cohésion et retrouver le plaisir de travailler au quotidien. La valeur travail, donc, doit être réappropriée par tous, et ceci dans un contexte où on va avoir des contraintes budgétaires non négligeables, et il faudra tenir compte de la nouvelle organisation et de l'évolution des métiers en santé. Donc, j'insiste sur le fait que la qualité de vie au travail aura un but, une conséquence, ainsi que donc la gestion des conflits, c'est améliorer la prise en charge des usagers par l'amélioration de la qualité des soins. Et on voit bien où est-ce que je veux en arriver, c'est qu'effectivement, gérer ces différentes problématiques, ça a pour but d'améliorer la prise en charge des usagers. On verra par la suite, mais c'est à l'ordre du jour, je ne cache pas qu'en plus la QVT, ça sera un marqueur de financement des hôpitaux. Donc, améliorer les soins nécessite, comme a dit France Pereterbide, traiter les conflits qui se voient à tous les niveaux. Effectivement, quand on a des structures qui vivent tous les jours avec des situations plus ou moins difficiles, des pandémies comme à l'heure actuelle, la gestion de conflits, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien et qu'il faut, si possible, aplanir et aussi faire en sorte qu'on n'y arrive pas. Donc ça, je pense que c'est effectivement un sujet qui va fait grâce à ce webinaire, il faut aborder, qu'il faut apprendre au bras le corps. 3 séminaires, je pense qu'effectivement, il y a un programme qui est tout à fait alléchant et les 3 modules semblent effectivement nécessaires et indispensables. Je vais redonner le programme. Le premier, évidemment, aujourd'hui, sur les apports juridiques et techniques. Le deuxième, le 24 novembre, sur résoudre les conflits en utilisant la médiation. Et le 1er décembre, avec anticipation en déployant et pérennisant la qualité relationnelle. J'espère que vous aurez, grâce à ce webinaire, des réponses à toutes vos questions.
Il y a des enjeux qui sont importants, qui, à mon avis, dépassent largement aussi la question unique de la médiation. Et je sais qu'on a des intervenants de grande qualité qui vont vous répondre à toutes ces questions, qui connaissent très bien le sujet et qui vont faire en sorte de vous éclairer sur tout ce qu'il faut faire au sein de vos structures. Je vous souhaite un bon séminaire. Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur Chassagnac, de nous avoir sollicités parce que effectivement, on avait un objectif et un intérêt commun à ce que les professionnels des établissements de santé puissent avoir plus ample connaissance, en tout cas des dispositifs qui existent sur la médiation. On s'est posé plusieurs fois la reprise de maintenir ou non ce séminaire. Je pense que c'est une bonne chose de l'avoir fait parce qu'effectivement le format est plutôt adapté sur 3 séances de 2 heures. Et par ailleurs, il était aussi important de s'appuyer sur les expertises que l'on a en région, et c'est notamment pour cette raison d'ailleurs que j'ai sollicité Frédéric Pigny, puisqu'il intervient à l'EHESP en tant que responsable pédagogique sur la formation, médiation et relations professionnelles, et j'ai découvert d'ailleurs que c'est une formation qui se tenait en 6 modules de 2 à 3 jours. Donc pour dire voilà qu'il y a beaucoup de matière en tout cas sur cette thématique-là. On n'aura pas le temps de tout aborder aujourd'hui, donc on va aller à l'essentiel. Sur la temporalité, donc dire effectivement que je pense que c'est, me semble-t-il, le bon moment d'aborder ce sujet-là, même s'il s'inscrit sur la durée. On peut recontextualiser effectivement la date de publication du décret, c'était l'été 2019. On sait que l'année 2018-2019, ça a été des années très tendues d'un point de vue social dans nos établissements, tant établissements de santé que médico-social. Une sorte de tension RH qui se nourrissait finalement d'un côté d'injonctions assez paradoxales, avec d'un côté sur le plan social des contestations assez fortes de la part du personnel, des revendications socles mais fédératrices, et puis qui concernaient l'ensemble, alors qui émanaient des urgences, et puis qui concernaient ensuite l'ensemble des professions, et puis sur le plan institutionnel des difficultés aussi, notamment parce que des contraintes fortes de maîtrise de masse salariale, des plans d'économie qui ont été assez successifs, et des difficultés de recrutement majeures. On a encore 800 postes d'aides-soignantes vacantes sur l'ensemble de notre région. Donc, ce sont des éléments qui nous font dire qu'effectivement, il y a une certaine tension et donc génératrice de conflits, et c'est important de pouvoir se saisir des dispositifs qui vont se mettre en place en région. Je pense que c'est important aussi de le faire après cette période de crise. On a pu penser peut-être qu'il y avait moins de tensions, moins de conflits, mais ça, il faudra peut-être le démontrer, mais ça peut être en tout cas intéressant de se poser la question du pourquoi. Tout d'un coup, on a laissé de côté l'ensemble de ces conflits qui étaient dans le paysage hospitalier, et puis voir de quelle manière s'en saisir pour repenser peut-être notre responsabilité sociale en tant qu'établissement de santé, tant sur les processus décisionnels, où on a vu que effectivement ces derniers mois on les prenait à un niveau de proximité plus important, revoir peut-être nos processus décisionnels, le dialogue social, et puis tout ce qui concerne la résolution de conflits. Voilà, je n'en dirai pas plus pour introduire ces propos, mais merci à Jean-Marc et puis Monsieur Chassagnac pour cette belle initiative. Donc maintenant, nous allons passer aux différents intervenants pour cette première séance, et je donne tout d'abord la parole à Monsieur Dominique Perrotin, qui est le médiateur régional Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je veux d'abord remercier Monsieur Chassagnac et toute l'équipe du CECAC de m'avoir invité à vous parler du dispositif de médiation en santé pour les personnels des établissements publics.
Alors, je ferai une présentation très courte, très basique, hein, qui va reprendre un peu les données contenues dans le décret et l'arrêté d'août 2019. Mais je suis bien entendu à l'écoute de vos questions éventuelles pour élargir un petit peu mon propos. Alors, je veux aussi vous me présenter. Je suis un tout jeune médiateur, mais je suis un vieux médecin, voilà, qui a exercé toute sa carrière professionnelle à Tours, donc pas en Nouvelle-Aquitaine, et on y reviendra d'ailleurs dans les notions d'indépendance, si vous voulez bien. J'ai dirigé un service de réanimation pratiquement une grande partie de ma vie, et j'ai aussi dirigé la faculté de médecine de Tours pendant 10 ans. Je veux tout de suite aussi dire reprendre un peu ce qui a été dit récemment à propos bien sûr, de notre épidémie de Covid, car l'épidémie de Covid est venue se greffer sur le début de la mise en place de cette médiation au plan national, et ça nous a coupé net dans notre élan, puisque j'ai eu ma première réunion avec la commission régionale de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux le 30 janvier. Et quelques jours plus tard, nous avons pratiquement dû tout arrêter le processus, puisque malheureusement, le Covid a pris le pas sur tout, et ce qui est bien logique, hein, compte tenu de la gravité de la situation. Donc on espère bien sûr une résolution du Covid qui eh bien, permettra de mettre en place réellement cette médiation à l'échelon national et bien entendu à l'échelon régional de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je vais demander maintenant voilà, ma première plaque. Donc, c'est pour la première plaque qui donc concerne la médiation. Nous ne parlons ici que de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Édouard Couty m'a dit que ça représentait plus d'1 million de personnes en France quand même, donc ce n'est pas neutre. Il y a simplement l'éducation nationale qui doit nous dépasser en termes de personnel, de corpus de personnel dans une profession. Donc c'est un enjeu qui est important. Voilà. Donc on m'a demandé donc de présenter les textes réglementaires. Alors je vais en faire qu'un survol très très succinct. Donc je rappelle ici sur cette plaque le décret du 28 août qui institue le médiateur national et les médiateurs régionaux, et l'arrêté du 30 août qui porte approbation de la charte de médiation. Donc, il suffit d'aller sur Google, hein, vous tapez le décret du 28 août, JO, et vous aurez le texte plus détaillé que ce que je ne peux faire maintenant pour tous ceux que ça intéresse. Je veux dire que le texte, le décret et surtout la charte derrière, là, sont très bien faits. Et d'ailleurs, il y a le principal pour vous référer donc à la médiation. Voilà, alors ce dispositif national comprend donc un réseau de médiateurs. Il faut tout de suite souligner l'importance considérable d'Édouard Couty dans cette aventure. C'est lui qui est à l'origine de cette préoccupation de la médiation au sein des établissements publics de santé. C'est lui qui a commencé à y travailler et qui progressivement a compris l'importance de la chose, et donc de demander avec le ministère la mise en place d'instances régionales. Donc ce dispositif national comprend donc un réseau de médiateurs. D'abord le médiateur national, donc Édouard Couty, qui a été nommé par le ministre, et qui pilote donc une instance nationale de médiation. Et puis à côté, les 10 instances régionales, donc 9 dans la métropole, et une outre-mer qui est pilotée par mon collègue Dominique Midi, que vous connaissez, puisqu'il a été chirurgien à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. Donc, tous ces médiateurs régionaux ont été nommés également par le ministre. Et donc, au sein de chaque instance régionale, je vais reprendre celle de Nouvelle-Aquitaine, puisque je la dirige, eh bien, chaque instance régionale ou interrégionale, puisque vous voyez qu'on a pu, sur la petite carte qui est figurée là, on a pu rassembler des fois quelques régions, par exemple Centre et Franche-Comté, que je devais à un moment piloter, et ensuite on m'a demandé de prendre la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, dans chaque instance de médiation, il y a 10 membres,
5 femmes, 5 hommes, donc c'est parfaitement équilibré. Et on essaie également, parmi les personnes qui entourent le médiateur régional, d'avoir une représentation à peu près équilibrée également, à la fois sur le plan médical, sur le plan infirmier, de la direction administrative. Et également, on peut y trouver des psychologues, des médecins du travail. Donc tout ceci fait de façon à peu près équilibrée pour trouver dans l'expérience de chacun les compétences à associer bien sûr à celles directement de médiation. Donc voilà pour la Nouvelle-Aquitaine. Comme je vous le disais, nous n'avons pas encore commencé la moindre médiation du fait de cet arrêt en plein vol donc au 30 janvier, enfin au mois de février. Mais bien évidemment, je pense que peut-être d'ailleurs après cette première communication, puisque M. Chassagnac a quand même me permettre de m'exprimer pour un certain nombre de personnes de Nouvelle-Aquitaine, peut-être également commencer les choses, sachant qu'officiellement, on n'a pas fait le lancement comme c'était prévu au mois d'octobre auprès des instances institutionnelles, également des représentations syndicales. Donc, sur cette petite plaque qui fait 5-6 lignes, il y a tout. Hein, pour vous dire ce que c'est que la médiation, pour ceux qui auraient encore quelques distances avec ce terme, eh bien, la médiation, c'est un processus d'abord qui est structuré. Le mot est important parce qu'il obéit à certaines règles pour la mener, avec l'intervention d'un tiers, qui est le médiateur, et donc qui intervient quand il y a un différend entre deux ou plusieurs parties. Et le rôle de ce tiers, c'est d'éclaircir, de rétablir une relation. Alors, rétablir une relation, c'est le mot clé, le mot le plus important, puisque en rétablissant cette relation entre les parties qui sont en conflit ou qui sont en litige, eh bien, on amènera ces parties, si la médiation réussit, à faire émerger une solution qui viendra des parties et non pas du médiateur. Donc, c'est complètement différent de la conciliation sur laquelle je reviendrai, même si on sait que médiation et conciliation peuvent se rapprocher toujours dans le même but d'aboutir à un accord. Alors, on demande au médiateur d'être ce tiers neutre et impartial, et vous comprenez bien pourquoi, puisqu'il y a un conflit entre deux ou plusieurs parties, on doit bien sûr avoir un regard équilibré et bien y faire attention, de ne pas sentir que chacune des deux parties se sentirait éventuellement un petit peu dans une situation différente de l'autre. Et puis les deux mots les plus importants, c'est indépendance et confidentialité. Alors j'en dis deux mots, je sais que Frédéric qui me suit y reviendra. L'indépendance, c'est-à-dire qu'on doit vérifier qu'on n'a pas de lien particulier avec les personnes ou les représentations des partis. Vous comprendrez que, vu ma situation tourangelle, j'ai une certaine indépendance vis-à-vis de la Nouvelle-Aquitaine, bien que je connaisse des gens en Nouvelle-Aquitaine, du fait de mon âge en matière médicale, donc j'ai un certain nombre de collègues, mais cette notion d'indépendance est fondamentale. Et chaque médiateur a bien compris que s'il avait, dans les 5 ans auparavant, eu un lien quelconque avec l'une des personnes, il doit bien sûr passer la main à un autre médiateur. Et puis l'autre élément, c'est la confidentialité, c'est la notion de secret. De secret, parce que je pense qu'il faut que les parties soient en confiance, et pour cela, le principe de confidentialité est essentiel. Rien ne doit filtrer d'une médiation, même si on a des accords écrits le plus sobres possible. Donc, confidentialité et indépendance. Indépendance également vis-à-vis de toute hiérarchie administrative, c'est-à-dire que, en tant que médiateur régional, et avec mes collègues de la Commission régionale de Nouvelle-Aquitaine, nous n'avons aucune dépendance avec qui que ce soit en Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous avons peut-être des comptes à rendre vis-à-vis du ministère, en fonction de l'action que nous allons mener. Il faut bien comprendre que l'indépendance et la confidentialité sont les choses essentielles pour la réussite de la médiation et surtout pour faire passer, bien sûr, des messages à toute personne qui souhaiterait entrer en médiation, de dire que les médiateurs sont indépendants
et respecte cette notion donc de secret des débats au cours de la médiation. Donc la médiation, ce n'est pas une négociation. La négociation, c'est un échange direct entre les parties, mais sans intervention d'un tiers. Ce n'est pas non plus un arbitrage. On n'est pas là pour rendre un jugement comme un juge, et on ne dit pas que l'on condamne quelqu'un et qu'on félicite l'autre. Ça n'a rien à voir avec un jugement. Et c'est également différent de la conciliation. La conciliation, c'est ce que vous voyez faire dans la plupart des établissements de santé maintenant, quand on dit qu'on a nommé un médiateur. Et bien souvent, ce médiateur-là intervient auprès de personnes qu'il connaît, puisqu'il travaille dans la même institution, et il va travailler avec eux pour proposer un accord qu'il va soumettre aux parties. Dans la médiation, on est là pour établir une relation, peut-être parfois pour orienter les parties sur quelques chemins, mais en aucun cas leur imposer un accord. C'est aux parties de proposer l'accord et qui va bien sûr être validé par le médiateur. La médiation n'est pas non plus le règlement d'un dossier, ni une expertise de compétences. Le médiateur n'est pas là pour dire que si le chirurgien opère bien. Il n'est pas non plus un outil de réorganisation ou de restructuration d'un hôpital, car souvent, quand il y a éventuellement un conflit, eh bien, on pense que parfois, peut-être, il faudrait faire appel à tel ou tel changement dans les services. Nous sommes là pour guider les parties vers un accord, mais réorganisation, restructuration, c'est bien sûr des compétences de la gouvernance de l'établissement et en aucune façon de la médiation. Et puis en plus, enfin bon, je termine, ce n'est bien sûr pas une procédure disciplinaire, puisque nous sommes là au service des parties pour qu'ils trouvent un accord, point. Donc maintenant, je viens sur des choses beaucoup plus, un peu techniques, nous irons un peu plus vite. Comment saisit-on les médiateurs? Eh bien, d'abord, ces médiateurs peuvent être saisis après avoir vérifié qu'il y avait un véritable échec de toutes les actions institutionnelles qui ont été menées au préalable. Donc, vous savez très bien que dans chaque établissement de santé actuellement, eh bien, la gouvernance ou d'autres personnes au sein de nos communautés essaient parfois donc de régler des problèmes. Et puis, si ça ne suffit pas, il peut y avoir une conciliation locale. Parfois, on peut même faire appel à d'autres méthodes, peut-être médiation externe si la gouvernance pense utile de faire venir un cabinet privé ou autre chose. Et donc, nous n'intervenons que s'il y a eu un échec de toutes ces actions institutionnelles au préalable. Par voie électronique, donc sur QVT Médiateur Nouvelle-Aquitaine, santé.gouv.fr. On peut être saisi donc directement par une personne, une infirmière qui ne se retrouve pas, qui se sent harcelée, qui a des problèmes et de qualité de vie au travail dans son service, peut demander, et qui est en conflit éventuellement avec une autre infirmière, avec son personnel d'encadrement ou avec la direction, peut saisir directement, bien sûr, le médiateur. Mais le médiateur peut être saisi également par les établissements, le directeur, le président de CME, et puis également par le DG d'ARS, quand il voit une situation délicate dans un établissement, le doyen quand il s'agit des affaires hospitalo universitaires, le CNG, voire le préfet. Le médiateur régional, une fois saisi, accuse réception sous 8 jours et bien sûr, il informe le directeur et le PCME de l'établissement de sa saisine. Ensuite, il regarde la demande qui est faite, il informe la commission régionale qui l'entoure et il va décider d'engager ou non cette médiation. S'il décide de l'engager, qu'il pense que cette demande est recevable, eh bien, il va désigner 2 membres de sa commission pour donc traiter la chose. Il recueille l'accord écrit des parties pour, bien sûr, avant d'engager la médiation. Et une fois que l'accord est écrit, eh bien sûr, la médiation pourra commencer. Les médiés sont au courant des 2 médiateurs qui ont été désignés. Et bien sûr, ils peuvent aussi récuser l'un et l'autre une seule fois si éventuellement ils estiment que telle ou telle personne ne correspond pas au médiateur qu'il était en droit d'attendre. Le déroulement de la médiation, bien après signature de l'accord et dans le respect de la charte, eh bien, le binôme de médiateurs, donc j'insiste,
dans notre médiation de l'établissement public de santé, c'est un binôme de médiateurs. Ce sont deux médiateurs qui travaillent en étroite collaboration et qui vont donc mener la médiation de concert. Ils établissent leur programme, ils rencontrent librement les parties, soit ensemble, soit au préalable individuellement à l'anglo-saxonne, faire une sorte ensuite de navette avant de réunir bien sûr les parties. Ils peuvent aussi rencontrer des personnes intéressées au conflit pour prendre donc des renseignements particuliers. C'est le médiateur qui choisit le lieu et les conditions, le nombre et la durée des rencontres. Et à tout moment, les médiateurs comme les médiés peuvent mettre fin à la médiation. On n'a pas une obligation de résultat. Et à tout instant, on est libre complètement de quitter la médiation. À l'issue de la médiation, s'il y a eu un accord, eh bien, il est établi un contrat de médiation qui sera également signé par le médiateur et qui sera transmis aux autorités qui ont demandé, ceux éventuellement qui ont demandé la saisine des médiations. Et enfin, le médiateur doit assurer le suivi et l'évaluation de chaque contrat de médiation pour voir finalement si bien, les choses, après un accord, se sont bien déroulées suivant l'accord. L'obligation des parties, eh bien sûr, on demande, on vérifie bien sûr que on vérifie qu'ils avaient bien épuisé toutes les possibilités locales, ils ont la volonté de contribuer à la recherche d'un accord, ils s'engagent à participer aux entretiens dans le respect et l'écoute de chacun, et ils s'engagent à informer les médiateurs de toute procédure judiciaire en cours liée à l'objet de médiation. Voilà, j'en ai terminé et je suis bien sûr à l'écoute des questions éventuelles qui peuvent survenir. Je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet exposé tout à fait clair. Pour l'instant, peu de questions, donc on reviendra peut-être vers vous si les questions nous arrivent lors de la seconde présentation. La seule question qu'on ait pour le moment, c'est pourquoi la médiation dans le secteur public et pas dans le secteur privé. J'avoue que cette question m'a aussi traversé l'esprit. Je pense que la mise en place va être rapide, car je ne pense pas qu'on puisse dire que la qualité relationnelle soit infiniment meilleure dans le secteur privé que dans le secteur public. Oui, si je peux répondre? Bien sûr. Oui, alors écoutez, je pense qu'il faut déjà remercier Édouard Couty d'avoir compris et d'avoir mis en œuvre cette opération de médiation. D'abord, bien sûr, dans l'établissement public, parce qu'il fallait le mettre en place, bien évidemment. Et j'espère, et on peut comprendre que à terme, les organismes privés, les établissements privés feront de même. Il faut savoir aussi qu'il y a bien sûr des officines privées de médiation, avec des médiateurs de grande qualité qui peuvent bien sûr être appelés dans tel ou tel établissement privé pour éventuellement remplir une tâche de médiation. Là, la particularité, c'est que les choses pour cette médiation des établissements publics a été parfaitement encadrée par le ministère avec des règles bien précises d'organisation que vous pouvez retrouver dans le décret et dans la charte. Alors, Monsieur Perrotin, beaucoup de questions effectivement qui affluent. La première, on demande des précisions sur le champ de l'objet de médiation. C'est très très vaste parce que le champ, si je comprends bien la question, à chaque fois qu'il y a, et malheureusement, je vais pas revenir sur les conditions de travail dans l'hôpital, les choses ont bien changé, il y a une véritable mutation depuis 20 ans, et donc ceci a fait naître un certain nombre de malaises, de mal-être, de conflits, et donc toutes sortes de conflits, bien sûr, peuvent être nécessiter éventuellement une médiation. J'ai mis sur une de mes plaques que ce n'était pas la médiation. On ne va pas intervenir sur, en effet, juger de la compétence de quelqu'un ou de revenir sur des dossiers. Simplement, les conflits qui peuvent exister entre les personnels d'un même établissement ou
au sein d'un établissement d'un personnel vis-à-vis de sa hiérarchie. Éventuellement, on peut aussi l'imaginer dans un GHT s'il y a un conflit entre une personne et d'un autre établissement, mais au sein d'un GHT. Voilà. En revanche, ça ne concerne absolument pas les usagers, hein. On est bien d'accord. C'est uniquement le personnel des hôpitaux publics. Et donc, je ne sais pas si je réponds précisément. Ou est-ce qu'on peut éventuellement avoir une précision par rapport au champ qui est demandé? Alors, oui, bon, le participant, effectivement, est satisfait de la réponse, puisqu'il vient de me dire oui, merci. J'ai d'autres questions. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des résultats sur des médiations qui ont été réalisées? Alors, moi, personnellement, j'en ai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les premières médiations qui ont été faites, je dirais, au fil de l'eau depuis 2 ans à peu près, hein, depuis que Édouard Coutier était nommé médiateur national, il avait déjà exercé un peu comme cela avec quelques collègues des médiations. On peut dire qu'en gros, 2/3 des médiations ont abouti à un résultat positif. Et les autres données que l'on a dans la médiation en général, on tourne souvent autour de chiffres de 70-75%. Ça veut donc dire, une autre façon de le dire, c'est que dans un tiers des cas, on n'aboutit pas à un bon résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Alors, on peut dire aussi que entamer une médiation et commencer à établir une relation entre deux personnes qui sont en conflit, si on a l'impression que, même si on n'aboutit pas à un accord, mais qu'ils ont commencé à reprendre un peu le langage et qu'ils ont commencé à comprendre un peu la souffrance de l'autre ou ce qu'on lui reprochait, sans aboutir forcément à un accord, eh bien, on pourra dire que la médiation n'a pas abouti à un accord, mais qu'elle a peut-être été utile quand même. Dernière question avant de passer la main à M. Pini. Si une procédure judiciaire se déclenche au cours d'une médiation, qu'advient-il ensuite? Eh bien, dans ces cas-là, la médiation s'arrête tout de suite, automatiquement. Elle s'arrête parce que, bien évidemment, la médiation est une autre façon de dire, et d'ailleurs, dans ce que j'ai pu comprendre au sein de certaines formations et mes lectures, c'est que la médiation est un processus en marche dans toute l'Europe, et d'ailleurs, et pas qu'en Europe. Bon. Et la médiation prend de plus en plus d'importance pour éviter d'arriver à la judiciarisation des conflits. Bon. Et donc, c'est un élément pour peut-être empêcher d'aller au-delà sur l'affaire judiciaire. Mais bien évidemment, si on est en médiation avec deux personnes et que l'une d'elles a entamé un recours judiciaire, par définition, ça arrête la médiation. Bien, merci beaucoup, M. Perrotin. Nous allons maintenant passer la parole à M. Frédéric Pini, qui est en charge de la formation des médiateurs régionaux et directeur du CH de Mont-de-Marsan. Bonjour à tous. Bien qu'il me soit permis tout d'abord de remercier la Fédération hospitalière de France, le CECAP pour cette invitation, et puis plus largement les remercier et saluer la démarche qui est la vôtre à donner cet élan nécessaire. C'est un élan d'actualité, on va dire, porté par différentes orientations, qu'elles soient nationales ou régionales, pour faire en sorte que la qualité de vie et de relations au travail s'en trouve améliorée. Donc, merci pour l'initiative et merci pour nous aider dans cette démarche qui nous touche tous. Remercier le docteur Bertrand Fénol, qui est à l'IGAS, ancien président de la CME du CHRU de Brest, sur lequel je m'appuie sur le support, et puis
remercier aussi Dominique Perrotin, que j'ai la chance de connaître, à qui je propose de compléter ou d'ajuster mes propos, puisqu'il connaît bien le sujet que je vais essayer de vous exposer en 4 temps. Le premier, donc on peut mettre la diapositive suivante. Le premier étant sur le contexte ou les contextes des structures sanitaires et médico-sociales, tout ce qui relève des contraintes, des tensions jusqu'au conflit. Un temps pour aussi évoquer ensemble les enjeux en tant qu'acteurs de santé, donc c'est-à-dire à la fois les hospitaliers, mais aussi l'ensemble des responsables des structures pour personnes âgées, des structures tournées vers l'enfance et ou le handicap. Un temps plus concret sur la démarche, l'esprit, la culture, la philosophie de la médiation. Et puis, vous proposer aussi un temps d'échange de questions-réponses si vous le souhaitez. Peut-être donc à la lumière des propos introductifs de Madame Berreter-Bide sur le contexte aussi des tensions, des conflits, peut-être accélérer aussi cette présentation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Simplement traduire qu'effectivement, si l'hôpital avec un grand H est un lieu de conflictualité, c'est aussi, on le sait tous, un lieu de richesse, de pluralité de métiers, de culture, d'approche. C'est un lieu aussi de lien social avec un certain nombre de contraintes, de réformes qui se succèdent les unes après les autres. Je ne vais pas décrire l'ensemble des éléments que vous avez sur la diapositive, mais au-delà même du dernier mot sur la crise sanitaire qui nous fatigue et nous épuise les uns les autres, on voit que la trajectoire, l'histoire est faite d'un certain nombre d'injonctions contradictoires, d'attentes de moyens, de besoins nouveaux, un manque de reconnaissance pour certaines activités, pour certains professionnels. Tout à l'heure, Jean-Marc Faucheux évoquait la nécessité de redonner du sens aussi à l'action collective, ce qui fonde et ce qui forge aussi le service public, toute la contrainte et les exigences aussi autour de tout ce qui est les normes, les référentiels, les contraintes aussi administratives et réglementaires. Et puis aussi, on peut, au titre des transitions, mettre l'accent aussi et souligner tout ce qui est autour des attentes aussi des patients, des résidents et des usagers. Bon, je vous propose simplement de passer à la diapositive suivante. C'est une frise simplement avec Ma Santé 2022 et ses déclinaisons. L'hôpital, donc, comme la coexistence ou la cohabitation ou la coopération de différents groupes professionnels et sociaux. Et donc, vous voyez en corollaire la multitude, la diversité, la multiplicité des conflits qui peuvent émerger ou s'acutiser à l'hôpital. Je voudrais davantage insister en fait sur la partie du processus. C'est pour ça que je vous propose d'accélérer. Sur cette partie-là, rappeler que l'hôpital, encore une fois, avec un grand H, c'est un lieu aussi de stress, de tension, avec tout ce qui est autour des risques psycho-organisationnels ou des risques psychosociaux, même si les termes sont aussi protéiformes, avec un certain nombre d'éléments qui sont en lien avec tout ce qui est autour de la gestion et de l'organisation du travail. Beaucoup d'évolutions, on le voit aujourd'hui à la lumière de la crise Covid, que tout ce qui est autour des modalités du télétravail pose aussi beaucoup de vertus, beaucoup d'avantages, mais pose aussi beaucoup de questions et de limites et de problématiques. C'est nécessité aussi à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, des tensions accrues autour de tout ce qui mobilise l'intelligence émotionnelle, les questions récurrentes sur ce qui confère aussi d'un côté une demande des attentes d'autonomie avec ce qui est en lien avec la responsabilité et la protection, les rapports sociaux au travail qui se sont quelque peu dégradés, les conflits de valeurs et tout ce qui est en lien avec l'insécurité de la situation de travail, la perte d'emploi, l'incertitude sur l'avenir, la précarisation aussi d'un certain nombre d'emplois, se concentrent, se combinent, se conjuguent et font effectivement de l'hôpital, certes, le lieu des richesses, mais le lieu aussi des tensions.
Bon, c'était une plaque de synthèse pour résumer que la santé, c'est probablement un environnement à la fois complexe, à la fois contraint et particulièrement changeant, qui, sans aller chercher les approches conceptuelles de Michel Crozier sur l'acteur ou les acteurs et le système, mais se redire ici qu'il y a une combinaison, il y a une potentialisation à la fois des éléments de système avec des grandes mutations, des éléments qui touchent les stratégies d'acteurs, les intérêts à agir, avec parfois des attentes qui ne sont pas forcément identiques aux demandes. Il est intéressant dans l'approche aussi de médiation à pouvoir parfois gratter et aller voir finalement la nature des attentes qui n'est pas traduite forcément dans l'expression des demandes. Des éléments qui se potentialisent aussi au prisme des espaces, puisque désormais on n'est plus sur une lecture forcément des structures, mais désormais davantage sur une offre sur des territoires, et puis parfois même au-delà. Et puis la question aussi des temps, la temporalité est une composante extrêmement forte. J'y reviendrai tout à l'heure sur la médiation, mais il faut dédier du temps dans le ici et maintenant, du temps pour purger les affects, et puis du temps aussi pour faire en sorte que le processus lui-même puisse mûrir et puisse aller jusqu'à cet accord. Et donc la question du temps, on dit souvent que le temps des acteurs, c'est pas le temps des structures, c'est pas le temps des politiques, et on voit que dans nos exercices quotidiens, les uns les autres, on est souvent soumis à des aléas de distorsion temporelle. Ensuite, je ne sais pas si ça prend toujours la forme d'un orage aussi visible. Parfois, malheureusement, le conflit prend des formes plus différentes. Simplement rappeler ici les quelques critères. Dans nos structures, il est souvent et fréquent d'avoir des conflits qui dépassent simplement une dualité, mais qui touchent des corps, on va dire, composés, des groupes, des cohortes, avec évidemment un lobbying, une alliance, des stratégies d'acteurs qui peuvent prendre des formes plus ou moins visibles. Il peut y avoir aussi dans les conflits des conflits dits projetés, c'est-à-dire on renvoie à la problématique du système, de l'institution, pour éviter d'avoir à objectiver en fait les différents. Et puis parfois on peut aussi avoir des conflits qui sont nuancés, c'est-à-dire que dès lors qu'on a à cœur de pouvoir les contenir et les décrypter, finalement ils sont relativisés. On dit oui, bon en fait de toute façon c'était prévisible, et puis s'il y avait que ça, finalement ça irait bien quoi. Donc c'est toujours difficile à pouvoir tout à fait s'emparer, circonscrire, on va dire, le ou les conflits au sein de nos environnements. Bon, simplement en lien avec ce que disait tout à l'heure le professeur Perrotin, il y a différents champs qui vont concerner, on va dire, les litiges, les conflits. Hein. L'enjeu de la médiation, c'est bien sûr d'être la plus réactive possible. On sait que les conflits qui sont très très anciens, et Édouard Couty nous le rappelle régulièrement hein, dans la cohorte des à peu près 200 dossiers qu'il a eu à conduire. Certaines situations sont des situations très très anciennes, hein, près de 10 ans pour certaines, avec effectivement des conséquences psycho-affectives très fortes, pour lesquelles il est évidemment beaucoup plus difficile, dès lors qu'il y a eu une escalade dans le conflit, de pouvoir permettre la réémergence, le fait de reprendre un cadre de relations qui soit apaisé. Et puis malheureusement, des conflits se terminent aussi, dans mon précédent métier, on dirait que extinction du feu par manque de combustible, c'est-à-dire que finalement c'est le départ d'une personne ou d'un groupe de personnes, ou que ça soit subi ou que ça soit dans le cadre d'un départ à la retraite, qui finalement peut aider à apaiser la situation, mais c'est pas une bonne chose non plus pour nos institutions que d'être toujours à espérer ou à mettre en place
des mobilités forcées, parce qu'on sait que ça a aussi des conséquences à plus long terme. Une phrase là de Madame Necker: on a souvent tort par la façon pour laquelle on a raison. Ça, c'est quelque chose de très précieux pour nous en médiation, parce qu'on va souvent travailler effectivement sur les mots MAUX, mais les mots aussi MOTS, et la question de l'écoute, de la reformulation est très importante aussi pour pouvoir, comme le disait tout à l'heure Dominique Perrotin, purger aussi les affects. Bon, on voit sur cette diapo les différences de vision. Je vous propose de continuer. Sur l'autre diapo, idem, on peut passer aussi. Bon, vous l'aurez dans le support qui vous sera remis. Sur cette pointe humoristique, quand même, quelque chose de très important, c'est l'idée qu'un conflit peut en cacher un autre. Et assez régulièrement, force est de constater que sur une expression interpersonnelle, il peut se cacher effectivement des conflits beaucoup plus ancrés, on va dire, des conflits de valeurs, de culture, de représentation, qui peuvent aussi toucher parfois des éléments, je ne le traiterai pas précisément ce soir, mais autour de la discrimination, du harcèlement, qui sont une autre forme quelque peu de l'illustration, de l'expression visible finalement du conflit. Donc un des enjeux pour tous, j'ai envie de dire, au-delà même de la posture de médiateur, c'est d'être attentif à bien regarder, observer, analyser s'il n'y a pas d'autres conflits sous-jacents. Alors, les amplificateurs de conflits dans nos institutions, tout à l'heure, il était évoqué la question de la continuité. C'est vrai que c'est des modalités de fonctionnement qui sont pas propres au champ de la santé, mais qui sont quand même une dominante forte chez nous. On a du coup des équipes qui ne se croisent pas forcément ou très peu. Et donc, on a une culture où le culte, parfois, à travers des petits mots laissés ici ou là, ou désormais avec une utilisation excessive des mails, à pouvoir inonder, transmettre la patate chaude, ou faire ce qui est ici appelé des amplificateurs de conflit, avec, vous voyez l'idée de ça vient de moi, mon ennemi, copie à la terre entière, et puis en copie cachée tous ceux qui me sont des alliés secrets. Voilà. Et donc il est rappelé régulièrement que l'immédiateté éteint les circuits cérébraux de la réflexion, et il est aussi souvent rappelé, Antonio Damasio disait que l'émotion précède la raison, précède l'action. Il faut absolument pouvoir purger. Et donc nous, ça va être dans le processus auquel je vais venir, un temps, une séquence extrêmement importante pour pouvoir amener à apaiser la relation, mais aussi permettre à ce qu'émerge en fait la raison. Bien, donc on en arrive aux enjeux. Un travail à la fois sur l'acculturation, la question qui était posée par exemple tout à l'heure sur les résultats relève de cette dimension-là. Cela veut dire que même si on n'a pas des résultats signifiants très positifs, il n'en demeure pas moins que, à mon sens, ça permet de diffuser, d'acculturer l'institution et donc ses acteurs à appréhender davantage des relations qui soient de meilleure qualité et qui participeront finalement à nourrir la qualité de vie et de relations au travail. Et puis, il y a des éléments qui vont aussi toucher non pas à l'acculturation auprès des acteurs, mais plus sur l'écosystème, c'est-à-dire un peu les éléments de structure, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes de politique et de pratiques managériales qui soient adaptées. Vous parlez de la place de la médiation de prévention et de projet. Alors, les enjeux. 4 éléments clés. L'enjeu, et à travers, de nouveau, je salue la démarche, à travers cette formation, c'est de vous faire connaître à vous, mais aussi que vous puissiez porter au sein de vos établissements
une meilleure compréhension du dispositif de médiation, à la fois des éléments de contexte, des enjeux et comment, de façon pratique, vous pouvez aussi voilà, vous en emparer. Et puis, inversement, ce qui vous a été dit, dans quelle mesure ça ne relève pas proprement dit de la médiation. L'enjeu aussi opérationnel, c'est de créer, de mettre en place, de formaliser au sein de vos établissements ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire, pour des raisons aussi de prise de distance, de recul, ou au sein, par exemple, d'un groupement de coopération sanitaire et ou médico-sociale, une instance, une cellule, une équipe qui soit le premier niveau de régulation, ou en tout cas de tentative de régulation des conflits. Autre enjeu pour nous, c'est de développer une politique aussi institutionnelle qui soit de qualité de vie au travail. C'était la diapo précédente. Ouais. Une qualité de vie et de relation au travail avec des pratiques managériales adaptées. Et puis porter et promouvoir la médiation de prévention, la médiation de projet, parce que on est souvent à conduire des dossiers stratégiques, sensibles, structurants, pour lesquels il y a beaucoup d'impact organisationnel, il y a beaucoup de résistance au changement, il n'y a pas toujours une logique unanime ou une logique qui est toujours bien comprise, même si les uns les autres ont fait œuvre de pédagogie. Et donc la médiation de prévention, la médiation de projet peut être une démarche visant à sécuriser, à garantir de meilleures conditions de relation. Donc la médiation de prévention, c'est un processus donc destiné à prévenir, comme son nom l'indique, et à éviter la survenue de litiges en anticipant autant que possible tout ce qui va être autour des tensions, des désaccords, des sources qui pourraient être du conflit. C'est une disposition aussi du nouveau code de procédure civile. Elle se rapproche de l'arbitrage en prévention et elle fait partie intégrante de toutes les formes de prévention qui peuvent être aujourd'hui mobilisées. Et donc, elle se décline de deux façons. La médiation préventive des projets, donc dans le cadre d'opérations, de grandes opérations de restructuration, de transformation d'activités, de recomposition sur un territoire, de mutualisation avec plusieurs structures ou établissements, évidemment des enjeux d'externalisation ou d'internalisation, des regroupements, des changements de gouvernance, enfin des choses qui sont suffisamment prégnantes au sein de vos structures. Et là, on peut mettre en place, donc soit en interne, parce qu'on aurait les équipes formées, soit en externe, par des prestataires, etc. Alors, vous pourriez dire, et vous auriez raison, que ça se rapproche un peu du consulting des prestataires qu'on peut solliciter pour accompagner des démarches. Là, l'idée étant pas forcément que ça soit dans le cadre de la conduite du projet, c'est-à-dire sur le plan méthodologique, mais c'est plutôt un axe autour de la préservation de la qualité des relations. La forme aussi que peut prendre cette médiation de prévention, c'est dès lors qu'il y a eu une procédure. Tout à l'heure, on vous disait, Dominique Perrotin faisait référence à l'idée que dès lors qu'il y a une procédure, la médiation ne peut pas être enclenchée. Mais on peut tout à fait envisager de la médiation post-sententielle, c'est-à-dire après une sanction. Ça peut paraître paradoxal, mais il est parfois bienvenu de pouvoir, on dirait, repartir sur de bonnes bases, ou dès lors que un des protagonistes a été en suspension ou a été écarté ou arrêté pendant une période relativement longue, il peut y avoir une démarche comme ça de médiation post-sententielle. L'objectif, c'est d'amener la réflexion sur, alors je ne sais pas si c'est avec des gros guillemets, hein, ce qu'on appelle un bon management, des outils de communication adaptés, le respect des relations humaines, et puis encore une fois et toujours tenter de diffuser, d'irriguer, de nourrir l'esprit et la culture de médiation auprès de tous. Donc il s'agit ici de vous parler de la démarche et l'esprit de médiation, donc reprendre les grandes règles et les grands principes. Donc c'était évoqué tout à l'heure, effectivement, à travers ce moyen mnémotechnique CLINI, il s'agit d'insister sur ces principes qui sont absolus, systématiques et qui, vous voyez, s'inscrivent dans le Code national de déontologie du médiateur. L'indépendance, c'est essentiel, c'est une indépendance vis-à-vis de l'ensemble des institutions, de l'ensemble des personnes en cause, de toute autorité. Il ne peut pas y avoir de lien de près ou de loin
avec les parties en cause ou avec l'établissement. La neutralité, c'est l'idée que vous ne pouvez pas avoir a priori déjà la solution avant d'avoir été au bout de la médiation. Ça, c'est participe à la neutralité. Et puis faire en sorte d'interpréter, vous voyez, d'interpréter les propos ou les orienter de façon à aller plutôt vers tel ou tel type de solution. Ce qui est rappelé dans la neutralité, c'est bien le fait que le médiateur n'est ni juge ni arbitre. Il n'a pas a priori de résultat à atteindre. Sur la notion d'impartialité, donc qui ne prend ni parti de part et d'autre, et c'est finalement plus en comparaison de la neutralité. L'impartialité, c'est plus au titre de la structure. Hein. La neutralité, ça va être dans la posture qui va être la sienne. L'impartialité, c'est plus le fait qu'il ne soit pas amené à être au service d'une partie. La confidentialité, c'est une obligation absolue. Cette confidentialité, hein, elle est essentielle pour établir la confiance, bien entendu. Elle va prendre des formes très, très pratiques, c'est-à-dire qu'il est complètement exclu d'avoir ou de pouvoir communiquer des notes, différents échanges, qu'ils soient téléphoniques ou des mails, l'ensemble des courriers, l'ensemble des documents ne pourront être communiqués. Ça, c'est très, très important. Le seul document qui pourrait à la fin être communiqué, ça serait seulement l'accord, et ça serait évidemment au premier rang par la décision des parties. Seules les parties peuvent décider conjointement de rendre public l'accord et les conditions de l'accord. Tout le reste est gardé de façon confidentielle, et ça va au-delà même. L'ensemble des documents sont détruits à l'issue de la médiation. Sur la question de la liberté, ça a été évoqué tout à l'heure, mais on sait qu'il y a des situations parfois d'enlisement, des situations d'instrumentalisation des différentes parties. Le médiateur, tout comme les parties à la médiation, ont la libre liberté, c'est tautologique, mais on a pleine possibilité de stopper à tout moment, avant, pendant et à l'issue de l'accord, ou de ne pas accepter de la mise en place de l'accord. Ils sont tout à fait libres. Et ça, c'est une condition systématiquement rappelée en préalable de la mise en place de la médiation. Enfin, en termes de grands principes, le principe d'équité, il faut s'assurer de l'équité dans la présentation de chacune des parties, c'est-à-dire dans le temps que vous allez leur accorder, dans la démarche entre guillemets qualitative que vous allez adopter dans le cadre de la reformulation. On ne doit pas trahir ou tromper la façon dont les uns et les autres se sont exprimés. Et puis sur des choses très concrètes, l'équité va aller jusqu'à ce que s'il y a une personne qui demande à pouvoir être assistée de son conseil, il vous appartiendra aussi d'appeler les ou les autres parties en leur proposant cette même possibilité d'être assisté par une personne de leur choix ou par un conseil, comme ça peut être le cas parfois. Donc il y a vraiment des règles, des principes absolus, non négociables, que je viens de vous indiquer, et qui sont la base, on va dire, de l'action du médiateur et du co-médiateur, puisque on vous l'a dit, le principe établi, c'est d'être dans la co-médiation. Alors, les étapes du processus, la question du lieu, ça a été évoqué, est très, très, très importante. Il faut être très attentif à la question du lieu, c'est-à-dire que vous devez identifier un endroit qui ne traduise pas symboliquement un prêt-à-penser ou une orientation d'une solution, ou qui soit de nature à être trop près, je sais pas, de la direction, ou trop près d'une des parties, etc. Donc ce choix-là, il est essentiel. Ça doit être un lieu neutre, un lieu qui soit aussi confortable, agréable. Donc il vous appartient, je donne des b.a.-ba, hein, mais d'organiser aussi les espaces, la configuration de la table, des chaises, parce qu'on sait aussi que le confort physique
est indispensable au confort aussi psychologique. Donc, il faut avoir une attention très particulière. Cette exigence, finalement, pour les médiateurs à organiser les espaces aussi, c'est une traduction aussi selon laquelle les médiateurs doivent être en position haute sur la forme, c'est-à-dire sur le respect de ces règles, sur ces étapes du processus, mais par contre doivent être en position basse sur le fond. Sur le quoi, il s'agit donc de recueillir l'ensemble des doléances, des plaintes, l'ensemble des demandes, des expressions de besoin, écouter la version des faits de chacune des parties, lister les points sensibles de chacun. Ça se passe souvent au titre d'entretien individuel. Sur la partie du pourquoi, et vous verrez tout à l'heure avec la route de Foutiac, on voit davantage ces 4 étapes. En quoi sur le pourquoi, c'est un temps aussi précieux pour approfondir quelque peu les problèmes. C'est aussi sur cette séquence qu'on recherche finalement les intérêts sous-jacents des parties. On identifie éventuellement les acteurs cachés qui amènent parfois du coup à faire rentrer dans la danse d'autres types de professionnels, d'acteurs qui initialement n'étaient pas visibles dans le conflit, mais qui finalement sont liés, étroitement liés aux différents constatés. Cette période aussi, c'est propice à amener les parties à exprimer leurs ressentis, à purger les affects et à chercher à reformuler l'expression de ces personnes. C'est une approche quelque part aussi un peu en maïeutique pour faire accoucher aussi ces éléments-là, et puis à participer aussi à être en écoute très active pour recevoir aussi les différentes émotions. Troisième étape, troisième phase, c'est la question du comment. Alors oui, j'ai pas dit précédemment sur le pourquoi. Il est souvent habile finalement pour obtenir le pourquoi de poser des questions sur le comment. Je m'explique, si vous êtes amené à dire pourquoi vous en êtes arrivé là, vous voyez qu'à travers cette formulation-là, finalement, vous pouvez amener la personne ou les personnes à culpabiliser, à être dans un schéma de justification et pas vraiment dans un élément de compréhension de ce qui a pu se passer, de cette escalade et finalement du conflit. Donc, il est souvent plus habile pour obtenir le pourquoi, d'être davantage dans le comment. Comment ça en est arrivé là? Et parfois, c'est plus, comment dire, ça a des résultats plus positifs et on arrive finalement à avoir le pourquoi en utilisant le comment. Sur la troisième phase, troisième séquence du comment, on a souvent franchi ce qu'on appelle le point de bascule. C'est un élément très important pour les médiateurs de rechercher ce point de bascule. C'est un élément assez, comment dire, assez subtil, assez signifiant, où on voit finalement que purgé des affects, des émotions, on peut commencer à co-construire des pistes de solutions, on peut ouvrir des champs du possible, et donc on le repère, ce point de bascule, parce qu'il va être un élément très précieux pour nous, aller vers les possibilités d'accord, et puis ce que je disais à l'instant, c'est ouvrir la multitude de solutions qui s'offrent, j'insiste, à eux, puisque c'est encore une fois les parties qui vont élaborer leurs solutions. Enfin, donc, dernière séquence, la concrétisation de l'accord sur le contenu, sur la forme. Il appartiendra donc pour les médiateurs de rechercher un accord qui soit bien entendu équitable, qui soit équilibré, qui soit au plus près des besoins et des intérêts des parties et qui trouve une traduction qui soit simple. Il ne s'agit pas qu'il y ait un mémoire en défense ou un document très dense, mais sous 5-6 articles, quelque chose qui soit voilà, facile dans sa déclinaison, qui soit suffisamment durable,
avec ce qu'on appelle des clauses de revoyure, c'est-à-dire qui permettent aussi d'assurer le suivi de l'accord, parce que l'objectif pour nous tous, c'est que ça tienne dans le temps. Bien, vous voyez à travers cette roue de Futiac les 4 étapes du processus que je viens de vous présenter. On dit souvent que la partie sur le quoi et le pourquoi est majoritaire, à peu près 70%, et puis le comment et vers l'accord, elle mobilise à peu près 30% du temps. Alors, élément important, le comportement ou les comportements du médiateur. Il est important que les comédiateurs soient dans une approche qui touche énormément au savoir-être relationnel. On parle souvent d'ailleurs d'art de la médiation. Il est important que le médiateur ne s'impose pas trop, qu'il n'aille pas trop loin, mais qu'il prenne, ce qui n'est pas toujours très simple, hein, le temps vraiment d'être à l'écoute. Alors ça peut parfois étonner nous autres dans des approches, dans des cultures professionnelles où on est parfois en situation de leadership, de devoir prendre ce temps, de ne pas combler le vide, etc. Mais c'est vraiment une posture essentielle, vraiment très 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 importante. Il faut accepter qu'il y ait des vides, qu'il y ait des blancs, et de ne pas se sentir systématiquement en nécessité de surréagir ou d'orienter, que ce soit par ses mots, mais aussi parfois par ses attitudes non verbales. Il faut être très très attentif à ça. Autre aspect du comportement, c'est vraiment l'empathie, la dimension empathique, qui n'est pas une position de sympathie. L'empathie, c'est bien une faculté de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent, et c'est pas l'idée de créer un cadre seulement bienveillant, cordial, de sympathie. Il faut que les médiateurs aussi soient dans une attitude bienveillante et neutre. La neutralité n'est pas innée, elle se travaille, et donc même si Édouard Coutier m'a rappelé qu'il n'y a pas de recette, malgré tout, il faut remettre à l'ouvrage chaque jour ce travail-là de façon à appréhender, à travailler. Il y a des ateliers de co-développement d'ailleurs qui existent pour améliorer aussi sa capacité à être dans une écoute active, dans une posture bienveillante, qui permet aussi de se débarrasser quelque peu des préjugés. On est tous aussi dans des cultures parfois corporatistes, des sensibilités, des formations, des langages, et donc il est difficile parfois pour nous d'être autrement qu'en posture d'expert, mais nous devons faire ce travail-là. Il ne faut pas non plus être dupe sur les jeux sociaux, sur les stratégies qui peuvent s'organiser. Il faut prendre de la distance par rapport aux différentes émotions. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est précieux, y compris dans ce que ça renvoie aux autres. D'être bien en synchronisation aussi avec ses interlocuteurs, mais aussi avec son comédiateur. On parlait tout à l'heure d'équité, ça veut dire aussi une équité dans la répartition aussi des rôles et des temps. Et puis, ne pas être dans une approche trop à rigidifier le cadre, mais il faut accepter aussi que la médiation se fait chemin faisant, sans savoir tout à fait vers où on s'oriente. En synthèse, du coup, le comportement, il faut, selon moi, être dans un cadre qui soit rassurant, restant vrai et sincère. Il s'agit de ne pas qualifier les faits. On accueille en fait les éléments qui sont exprimés parce que l'enjeu suprême, c'est de restaurer une relation respectueuse entre les parties. L'objectif, c'est vraiment de peut-être le premier, d'apaiser les relations. C'est peut-être un objectif simple, basique, mais qui est hautement précieux et hautement stratégique. Sur les pouvoirs du médiateur, bon, il a le pouvoir d'accepter ou refuser une médiation, ce qui a été dit. Il a le pouvoir de contrôler le cadre, position haute sur la forme, ça veut dire ça. Il n'a pas de pouvoir avec une quelconque autorité hiérarchique. Il n'a pas de pouvoir de forcer qui que ce soit sur quoi que ce soit. Et il n'a pas de pouvoir non plus sur l'existence d'une solution, ni sur la solution elle-même. Autre diapositive sur les outils.
bon, sont régulièrement mobilisés, tout ce qui est autour, je vous parlais de l'écoute active, mais aussi de l'attitude non verbale, du regard, soutien, bienveillance, rassurant, la reformulation et puis le choix, je vous le disais tout à l'heure, des questions ouvertes ou fermées qui vont orienter aussi en fonction des plénières. Je crois qu'il faut que je conclue. Il y a une dernière diapositive pour vous dire qu'au-delà de la tempête et des éclairs, il n'est jamais interdit d'espérer, donc charge à nous de diffuser encore une fois, d'irriguer cette culture, pour pas que ça soit un processus quelque peu endogamique de quelques initiés, mais que ça diffuse au-delà, même si je me réjouis qu'il y a près d'une soixantaine de participants, c'est dire combien le sujet est d'importance et d'actualité, mais c'est important qu'on puisse voilà, diffuser au-delà même de ceux qui ont une sensibilité sur ces questions. Voilà, je vous en remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelques questions. La première, comment évaluer le bon moment pour solliciter une médiation? Alors, je ne sais pas si la question elle m'est directement posée parce que Dominique Perrotin peut naturellement compléter mon propos, mais votre question, elle appelle, de mon point de vue, une double réponse. Et il y a une réponse dite un peu administrative, et là, confère la présentation précédente sur le fait qu'il faut qu'il y ait eu précédemment une tentative de régulation du conflit. Donc ça, c'est les aspects un peu administratifs. Et puis après, sur les aspects d'opportunité, je pense qu'il y a, vous allez me dire que c'est une réponse facile, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais moment pour enclencher une médiation. À tout moment, on peut considérer, parce que les conditions sont réunies, que la médiation peut être un levier qui permette de remettre les gens autour de la table. Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric, hein. Je pense qu'il est quand même important de rappeler qu'on a quand même progressé dans chacune de nos institutions, hein, et on a mis déjà en place dans les établissements des structures pour déjà essayer de désamorcer les conflits, du moins de les traiter. Et je pense qu'il faut d'abord commencer par cela. Et en effet, il y a vraiment un échec de la conciliation locale. Et bien à ce moment-là, je crois qu'il ne faut pas attendre après, hein, parce que les situations, comme l'a dit Frédéric, peuvent continuer à s'enquister. Et ensuite, on arrive des fois à des points de non-retour qui amènent éventuellement la judiciarisation. Donc, j'allais dire d'une façon un peu provocante, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais ça ne coûte rien quoi, de commencer d'y aller. Quoi, voilà. Parce que ça va être une culture qui va s'instaurer progressivement. Il ne faut pas, bien sûr, demander médiation pour un oui ou pour un non. Il ne faudrait pas non plus que les médiateurs soient là uniquement pour régler tous les problèmes de l'hôpital. Ce n'est pas le problème. Mais je pense que, comme ça a été dit précédemment, il faut qu'on amène à une culture de médiation au sein des établissements publics de santé. Et puis, ça veut dire que déjà, avec cette culture de médiation préventive, finalement, peut-être qu'on pourra désamorcer un certain nombre de choses. Après, quand on arrive à un blocage, je pense qu'il faut, oui, assez vite demander une médiation. Bien. Une autre question des gens qui nous suivent. D'autres secteurs ont-ils bâti un tel système de médiation? Industrie, point d'interrogation, administration. Ouais, ce que je sais, c'est que lors de ma formation de médiateur en santé, on a surtout eu des médiateurs professionnels avec une grande expérience qui sont déjà intervenus de longue date, notamment en effet, dans le monde privé, dans l'industrie, dans les entreprises, bien sûr. J'ajoute que la médiation est maintenant quelque chose qui est généralisé. On nous a dit l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, le problème était réglé par la médiation. On ne sait pas qui était le médiateur. Tout ça est resté bien secret. N'empêche qu'on a abouti en effet à une solution qui était loin d'être gagnée avant simplement par je veux dire, les canaux traditionnels.
Donc, voilà, on sait aussi que dans certains... on nous a dit aussi que dans le conflit il y a 20-25 ans, je ne sais plus maintenant, en Nouvelle-Calédonie, ce sont les médiateurs qui ont permis de faire la paix, quoi. Voilà. Donc, bien entendu, la médiation existe déjà depuis longtemps. Elle se développe, je crois, et bien sûr, elle n'est pas restreinte au champ de la santé. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que la médiation en santé, elle existe déjà depuis longtemps. Il y a des médiateurs, mais qui sont tournés en fait vers les usagers. Ce qui manque terriblement, c'est cette capacité qu'on ait aussi à appréhender la médiation pour les relations des professionnels eux-mêmes. Donc, il y a déjà une culture quelque peu de la médiation, une expérience, et on sait que beaucoup d'incompréhensions, de conflits, avant qu'on aille en CRCI, sont désamorcés parce que il y a une explication sur la prise en charge qui intervient. Je me souviens, Dominique pourra en témoigner, là, du professeur De Victor, qui est médiateur à la PHP, qui nous expliquait que souvent, dans les situations qu'il a pu lui observer, ce qu'attendent l'entourage, la famille, c'est des mots je m'excuse. Il disait que le poids de cette formule amène parfois à ce que les usagers disent bah, c'est finalement ce qu'on attendait. Voilà, et ça en reste là. Alors, je veux pas, comparaison n'est pas raison, et je veux pas non plus considérer que c'est forcément ce qui est attendu dans le cadre des conflits entre les professionnels, mais c'est pour dire en d'autres termes que la médiation, ça n'est pas toujours des processus très très longs, très structurés, qui vont approcher des dimensions philosophiques ou psychosociologiques, etc. Parfois, et je vous dis ça parce que du coup, par rapport à la question tout à l'heure, à quel moment on peut considérer que c'est bon de y aller, bah, ça peut simplement se traduire avec ces éléments-là, c'est-à-dire de réunir, de pouvoir permettre aux gens de se mettre autour de la table et peut-être d'exprimer simplement en disant j'ai des regrets, je m'excuse. Et puis parfois, ça suffira peut-être à ce stade-là où on ne pourra pas aller plus loin, mais il ne faut pas s'interdire cela. Ouais. Merci beaucoup. Une autre question, que faire quand le médiateur détecte qu'une partie est fragile psychologiquement ou en position de prédateur, voire toxique? C'est difficile, hein, la question, elle est pertinente parce qu'on sait toujours qu'il y a une dimension, on disait tout à l'heure, psycho-affective, parfois il y a une composante psychiatrique, et sauf à être psychiatre, c'est du tout ce qui est attendu du médiateur. Il n'est pas dans une position ni d'expertise, ni à juger voilà, d'un état pathologique. Donc c'est vrai que c'est une donnée difficile. Ce qu'il est entendu, c'est que ça peut participer à mettre fin à la médiation si on mesure qu'il y a une instrumentalisation ou il y a une intention, entre guillemets, qui peut être perfide et qui, de toute façon, ne pourra pas déboucher sur, rappelez-vous, ce qui est notre ligne de vie un peu, c'est un accord qui soit équilibré, équitable et accepté des parties. Donc, si on perçoit qu'on ne peut pas approcher cet horizon-là, je ne sais pas si Dominique Perrotin confirmera mes propos, mais je pense qu'il faut stopper la médiation. Je confirme totalement. Oui. Tout à fait d'accord avec la réponse de Frédéric. Une dernière question, Monsieur Pini. Vous êtes directeur d'établissement. Comment vos collègues directeurs accueillent ces nouvelles compétences de médiateur? C'est ce que j'essayais de traduire tout à l'heure en disant que c'est important de diffuser au-delà même des initiés, parce que les gens qui sont ce soir, et je vous en remercie pour le temps que vous consacrez dans cette période particulière, mais je pense que vous n'êtes pas à convaincre. La plupart d'entre vous êtes plus ou moins acquis à cette cause, quoi. C'est comment le diffuser plus largement et au-delà simplement des gens qui s'intéressent au développement humain, à la qualité de vie, aux relations au travail. Voilà. Donc tout à l'heure, c'était l'introduction, France Béret-Herbide amener les choses sous un coût économique, un coût social, du conflit et de ses conséquences. C'était aussi renforcé, Jean-Marc Faucheux l'évoquait également. Donc moi je pense que c'est de nature quand même
à objectiver le fait qu'aujourd'hui, les institutions, il était évoqué la performance institutionnelle, organisationnelle, les institutions ont un intérêt à faire en sorte que les individus soient en coopération, soient en cohésion, soient en confiance aussi pour porter les défis qui sont importants pour eux. Et ce qui était souligné aussi, on sait qu'il y a un lien, il y a des études, le HESP d'ailleurs travaille aussi sur ça, sur le fait qu'il y a un lien très étroit entre le fait que l'endroit où il fait bon travailler, c'est aussi un endroit où il fait bon se faire soigner et inversement. Donc il faut qu'on arrive aussi à faire comprendre à tous les responsables qu'il y a un enjeu à vraiment se donner les moyens, sans avoir une culture du résultat, mais une culture de moyens pour nourrir les politiques managériales, les écosystèmes, pour qu'ils soient plus respectueux des rapports entre les uns et les autres. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la dernière publication, si je puis dire, de cette fin d'après-midi avec Charline Basconès, qui est infirmière de formation et médiateur professionnel. Bonsoir, merci à tous. Merci à Franck Chassagnac et Maïka Berouet pour nous donner cette opportunité de vous donner des petits outils plutôt pratiques sur la médiation. Effectivement, j'ai une pratique, j'ai exercé en tant qu'infirmière et aujourd'hui je suis médiateur depuis quelques années. Mon intervention est dirigée à destination de toutes les personnes qui sont en conflit, qu'elles soient dans le milieu sanitaire, social ou pas. Je suis médiateur judiciaire auprès de plusieurs cours d'appel en France et du coup, je voulais aussi me permettre de clarifier un propos qui a été tenu tout à l'heure. On peut saisir un médiateur même pendant une procédure judiciaire. Et la loi évolue aussi en ce sens pour aussi accompagner les derniers échanges qu'il y a eu. La médiation devient un préalable obligatoire dans toutes les rôles, enfin, dès l'instant où vous allez vouloir saisir un juge aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, la médiation est un préalable obligatoire. Et pour consolider mon propos, depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises qui travaillent et qui facturent à des clients particuliers ont l'obligation d'avoir un médiateur à la consommation qui reviendrait un peu en parallèle à ce qui est en train de se mettre en place dans l'hôpital public. Voilà, donc pour avoir clarifié ces petits échanges qu'il y a eu. Moi, je voudrais faire une petite histoire parce qu'il est un petit peu tard. On a tous nos petites journées, nos journées qui sont assez chargées. Et je voulais vous proposer une petite histoire et effectivement l'utilisation de l'outil Bicast. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un couple qui est divorcé et le papa voit très peu son fils. Et vous pouvez vous imaginer qu'effectivement, on est au mois de novembre, il y a la période des fêtes de fin d'année qui arrive, donc c'est bientôt Noël. Exit le Covid et cette situation sanitaire, bien sûr. Et ce papa voit très peu son fils puisqu'il est beaucoup en déplacement. Et donc, du coup, il a décidé d'organiser une journée avec son fils afin de passer beaucoup plus de temps avec lui, de préparer les fêtes de Noël qu'il ne pourra pas passer avec lui. Et donc, il passe une journée ensoleillée. En plus, il a neigé, donc c'est super chouette. Enfin, ça donne un cadre estival et de Noël assez chouette. Et donc, ils passent cette journée ensemble. Ils vont faire les boutiques, ils vont manger au restaurant, ils vont aller visiter le marché de Noël, avec en plus la fin de journée, toutes les lumières, c'est très joli. Et puis, le papa va donc ramener son fils. Et sur la route, en fait, comme il a neigé, la route est un peu verglacée, vu que l'hiver, la nuit tombe tôt, en fait, ça a le temps de givrer, ses températures sont descendues, la nuit est tombée, avec les feux, il est très vite ébloui, il va avoir un accident et la voiture va faire plusieurs tonneaux. Lui, il va décéder sur le coup. Le fils est très mal en point, donc le temps que les secours arrivent, il va être véhiculé, transporté en hélicoptère au service des urgences. Très rapidement, il est pris en charge et on va dire qu'il va devoir subir une intervention. Donc, le chirurgien se prépare, le personnel se prépare à l'accueillir au bloc. Et quand le chirurgien rentre dans la salle opératoire, il soulève le drap et il dit « Oh mon Dieu, c'est mon fils ». Et moi, je vous pose la question sur l'outil Bicast. Peut-être que vous pourriez me dire
qui est le chirurgien? Alors, cette petite histoire, je donnerai la chute, même si je vois que Monsieur Pini en privé m'a envoyé un message et, et a trouvé qui était cette personne. Voilà. Mais je vous donnerai la chute. Donc, alors Charline, les réponses sont magnifiques, elles sont très variées. Tu as sa mère, le beau-père, le père de l'enfant accidenté, un père de famille qui fait un transfert, le compagnon du père, le nouveau compagnon de la mère de l'enfant, je crois, et le père, qui est oui, effectivement cité encore à nouveau. Donc effectivement, des réponses variées. Eh bien, merci à tous de vos contributions. Et comme Monsieur Pini m'a mis en privé, il avait trouvé c'est la maman. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est exactement un parallèle, une petite analogie de ce qui peut se passer lorsque les personnes sont en conflit. Quand on est en conflit, on est préoccupé par notre histoire, par ce qui se passe, et je vous ai donné des détails qui auraient pu vous mettre sur la piste. Cette petite histoire, je l'ai voulu courte, parce qu'on est aussi pris par le temps, mais j'aurais pu vous donner beaucoup de détails, j'aurais pu mettre un quart d'heure à vous la raconter, j'aurais pu vous noyer dans les détails, j'aurais pu vous noyer dans de l'émotionnel. Mais Monsieur Pini s'est pas fait avoir, en tout cas, je vois ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que quand on est en conflit, c'est exactement ça. C'est qu'on est pris par tous les détails, on est pris par plein de choses, on en oublie le début de l'histoire. Essayez de voir les personnes qui sont en conflit. Peut-être vous-même avez-vous déjà vécu un conflit et quelquefois vous en oubliez l'origine et pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation émotionnelle dégradée, à cette surenchère éventuellement émotionnelle. Voilà, donc cette petite histoire, c'est juste une analogie pour vous montrer. En plus, je vous ai un petit peu dirigé en vous disant qui est le chirurgien. J'ai pas féminisé, donc ça peut aussi induire en erreur. Tout ça pour vous dire que la médiation, c'est des professionnels. Les précédents intervenants l'ont bien expliqué. Mais au-delà de ça, c'est qu'avant d'être des soignants, en fait, les personnes sont des humains. Et peut-être, en tout cas très rarement, on se pose la question de savoir à quel moment on est en relation, ce qu'est une relation. Puisque les différents intervenants nous ont parlé de relations dégradées, de relations restaurées par l'intervention d'un médiateur, d'un tiers. Mais à quel moment on est en relation? Alors du coup, je pourrais vous poser une autre petite question, mais on va peut-être pas utiliser le bicast parce que j'ai le sentiment que ça a l'air un petit peu difficile en technique. Mais on pourrait se demander si aujourd'hui, porter du parfum, est-ce que si on porte du parfum, on est en relation? Alors je ne sais pas si on peut avoir quelques petites réponses sur le chat, vite fait éventuellement. Alors le bicast, ça y est, la question est posée, donc vous pouvez vous connecter sur le bicast. Super. Vous êtes au top, OCK, en termes d'organisation. Je vous demande si effectivement porter du parfum, c'est être en relation, puisque c'est intéressant de prendre conscience à quel moment on est en relation avant de pouvoir se dire que cette relation, elle est dégradée. Alors, beaucoup de oui, effectivement, donc majoritairement des oui. J'ai un non, j'ai dit plutôt oui, j'ai dit oui, il peut plaire ou pas. J'ai une relation olfactive. Non, enfin, c'est une interaction asymétrique, un qui sent. Et en réalité, porter du parfum, c'est déjà être en relation et je vais clarifier mon propos. En fait, on peut décider de porter du parfum pour soi, pour une occasion. Donc, c'est un choix qu'on va faire délibérément, mais on peut aussi le matin mettre du parfum de façon inconsciente, automatique, ou bien ne pas en mettre. Il y a deux choses qui se passent. C'est déjà la relation qu'on a à soi. Donc, porter du parfum ou ne pas en porter, c'est déjà être en relation avec soi. Et les professionnels de santé que vous êtes savez très bien que la relation à soi peut être dégradée. Alors, peut-être qu'on ne fera pas intervenir un médiateur, qu'on fera intervenir un autre professionnel, mais déjà, on a une relation à soi. Quant à la relation à l'autre, en fait, vous portez du parfum, mais c'est vous qui allez le sentir ou ne pas le sentir. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est l'ensemble des informations qui va être réceptionné par les autres. Parce que les personnes que vous croisez, oui, elles peuvent réceptionner votre parfum, mais elles vont réceptionner tout un tas d'informations. Donc, vous entrez en relation avec cette personne. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez être en interaction avec cette personne. Et là, c'est deux choses différentes. On est en relation avec soi-même, avec tout un tas de personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on interagit avec ces personnes.
Voilà. Donc, je voulais clarifier aussi un petit peu ça. J'étais ravie de voir que Monsieur Perrotin parlait de la clarification des mots MAUX et des mots MOTS. Et effectivement, je suis très attachée à la linguistique, notamment quand j'ai entendu parler de gestion de conflits. Ben, je me dis que finalement, peut-être que vous êtes plus sur de la résolution et non pas de la gestion. En tout cas, j'aimerais qu'un accord soit pérenne et qu'il soit plus dans de la résolution que dans de la gestion. Voilà. D'ailleurs, dans les relations, on pourrait se demander si les personnes, elles sont impliquées ou concernées. En fait, pour clarifier entre je suis impliquée ou je suis concernée dans une situation, dégradée ou pas, je vais vous proposer encore une petite analogie parce qu'en général, on les retient assez bien. Je vais vous proposer, vous savez à peu près tous, en tout cas ceux qui nous écoutez, faire une omelette au lardon. Et pour faire une omelette au lardon, je vais mettre à contribution Franck, qui va répondre à votre place. Pour faire une omelette au lardon, Franck, il faut 2 animaux, lesquels? Eh bien, écoute, il faut une poule, voire même plusieurs, et puis il faut un cochon. Oui, je te remercie. Et donc, dans notre omelette, il y a bien un des 2 animaux qui est concerné et un des 2 qui est impliqué. Tu as peut-être une idée? Nous t'écoutons, Charline. Tu as peur de te tromper peut-être. Nous t'écoutons. Alors en fait, notre poule, elle est concernée parce que la poule, pour faire une omelette, elle donne une extension d'elle-même, elle donne un œuf. Voilà. Alors que le cochon, lui, pour faire du lardon, il va y passer en fait. Et donc, c'est peut-être quelque chose, une interrogation qu'on peut se poser régulièrement. Est-ce que je suis concernée ou bien est-ce que je suis impliquée dans une relation? Dans ma relation à moi, dans ma relation aux autres, dans ma vie personnelle, dans ma relation au travail. Parce qu'en fait, on peut être concerné et investi sans pour autant y être impliqué à un degré émotionnel. Donc, ça va devenir dans de la surenchère, voire de la dégradation et du conflit. Alors, moi, dans ma pratique, en tout cas, j'ai identifié 3 ingrédients qui dégradent les relations et sur lesquels, en tant que médiateur, on va pouvoir intervenir pour restaurer une certaine qualité relationnelle. Mais peut-être maintenant que vous savez plus ce qu'est une relation, vous-même allez avoir une autre vision des choses. Pour qu'une relation se dégrade ou se reconsolide, c'est-à-dire qu'elle passe de la confiance à la méfiance à la défiance, voire que le médiateur la raccompagne dans l'autre sens, on a identifié qu'il y avait 3 ingrédients. Déjà, les prêts d'intention, c'est-à-dire que les personnes, en général, en conflit, sont beaucoup en train d'imaginer à la place de l'autre. Elles vont beaucoup dans la tête de l'autre. Elles imaginent que l'autre en fait exprès, l'autre lui en veut, et puis l'autre a fait exprès de faire comme ça. Donc ça, c'est déjà un premier élément, le prêt d'intention négatif. Ensuite, il va y avoir l'interprétation et le jugement. L'autre personne lui a tenu des propos par lesquels elle-même, elle s'est sentie jugée de façon négative. Elle s'est sentie atteinte sur sa personne. Elle s'est sentie atteinte sur ses actes. En tout cas, l'autre personne, les autres personnes, la jugent de façon négative. Et enfin, le dernier élément pour dégrader notre relation, c'est toutes les dynamiques de contrainte. Alors la contrainte, c'est sûr que c'est pas le flingue sur la tempe. Ça reste une très jolie contrainte et on l'imagine bien. Les contraintes, ça peut être obliger une personne dans sa façon de penser, dans sa façon de dire ou dans sa façon d'agir. Et si vous avez ces 3 ingrédients de façon négative, vous êtes en situation conflictuelle. Si vous en avez qu'un des 2, vous serez en situation dégradée. Et là, on ne va pas utiliser les mêmes outils. On va peut-être être sur de la restauration de la qualité relationnelle, alors que sur un conflit, on va vraiment être sur de la résolution de conflit. Eh bien, écoutez, je pense qu'il est sans doute l'heure de mettre fin à cette première session sur la médiation et la qualité relationnelle. Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants pour nous avoir donné des informations précises, claires et passionnantes sur cette activité qui démarre vis-à-vis des professionnels de santé, puisqu'effectivement, ça existe déjà vis-à-vis des patients. Tout cela continue la semaine prochaine et la semaine d'après. Et encore une fois, vous pouvez, si vous avez des questions
qui vous viennent, vous pouvez parfaitement les envoyer au CK et il y aura un suivi et des réponses aux questions, même si elles sont différées par rapport aux interventions.